avec nous sur ce stand accompagné de personnalités qui vont donc répondre à une question importante, le pouvoir des maires face à la décarbonation et les grands enjeux de la mobilité électrique. Alors est-ce que les maires ont encore les moyens de leur ambition et est-ce qu'ils peuvent décider d'eux-mêmes les infrastructures de demain? Est-ce qu'ils vont avoir assez de ressources pour arriver à leurs objectifs? Voilà les questions que l'on va se poser pendant 40 minutes. Et les élections municipales qui sont pour bientôt, est-ce qu'elles seront la clé justement pour accélérer cette décarbonation et répondre surtout aux urgences que nous impose le changement climatique? Vous êtes donc les bienvenus. Venez nous rejoindre sur ce stand, s'il vous plaît, pour écouter nos invités. Nous avons de nombreuses personnalités, avec d'abord la voix officielle et la présence du ministère de la Transition énergétique, Claude Renard. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coordonnateur du déploiement des bornes pour véhicules électriques. La parole sera donnée également à Mobiliance, le syndicat des professionnels de l'automobile, avec Alain Roland, président infrastructure de recharge pour véhicules électriques et président fondateur de Station E. Merci Alain de nous accueillir. L'AMF est présente avec nous, Sylvain Laval, qui est avec nous, coprésident de la commission transport, mobilité et voirie de l'Association des maires de France. Il est également maire de Saint-Martin-le-Vinou, dans l'Isère, près de Grenoble. Nous sommes avec un autre élu, Didier Félix, vice-président du syndicat intercommunal d'électrification du Médoc. Vous êtes maire de Brac. Et puis les financeurs qui sont venus avec la Banque des Territoires, Vincent Vétier. Merci d'être là. Vous êtes responsable du pôle mobilité, directeur investissement, département, transition écologique. Je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Alors justement, on va démarrer tout de suite avec Claude Renard, qui est coordinateur du déploiement des bornes pour véhicules électriques au ministère de la Transition énergétique. Claude Renard, s'il vous plaît. Vous avez bien le micro? C'est bon? Voilà. J'ai un micro, c'est bon. Est-ce que nous sommes dans les temps concernant les équipements de recharge aujourd'hui? Merci. Bonsoir à tous. Alors effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans les temps. Il n'y a pas de difficulté. Le réseau de recharge, le réseau de bornes de recharge qui existe sur le territoire national, alors je vais parler principalement de bornes ouvertes au public, celles que tout le monde peut utiliser. On en a plus de 180 000 aujourd'hui au niveau national. Je ne compte pas les 2 500 000 bornes qui existent au niveau des bornes privées, à domicile, chez les employeurs. Mais celles qui sont ouvertes au public aujourd'hui répondent sans aucune difficulté au parc roulant tel qu'il existe aujourd'hui. Par contre, ça répond aux besoins d'aujourd'hui, mais nos enjeux, les enjeux des collectivités, les enjeux des années à venir, c'est de tenir le rythme, de ce déploiement pour maintenir, donc avec un objectif qu'on a fixé à 400 000 points de recharge pour 2030, à tenir ce rythme pour suivre l'évolution du parc roulant de véhicules électriques qui ne fait que croître. Encore au mois d'octobre, on a battu des records en termes de vente de véhicules électriques. On est quasiment à 28% de part de marché. On n'a jamais vu ça depuis... on n'a jamais vu ça. Donc c'est parti, on peut dire. Et vous dites bien, le cap des 400 000 bornes est maintenu, il sera tenu. Alors aujourd'hui, sans aucun problème, il est tenu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un cap, c'est une orientation. Pour l'instant, on est prêt à le tenir. Maintenant, je vais apporter 2-3 petites nuances. Les 2 petites nuances, c'est pas qu'on va remettre en cause cet objectif, bien au contraire, mais cet objectif pourrait mériter d'être affiné. Affiné notamment avec une évolution majeure qu'on constate des dernières années, c'est la montée en puissance des bornes de recharge. Et on a bien conscience que typiquement, une borne 250 kW ou 300 kW, comme on peut voir sur les aires de service d'autoroute, ne fait pas exactement répond pas aux mêmes besoins qu'une borne 22 kW qu'on peut trouver dans les territoires pour un usage, on va dire, du quotidien. Et donc, quand on parle de 400 000 points de recharge, est-ce que c'est 400 000 points de recharge à 300 kW ou c'est 400 000 points de recharge à 7 kW ou 22 kW? Et donc, on voit que si on a un mixte entre des bornes de recharge puissance très importants et des bornes de recharge lentes un peu moins importants, peut-être que ces 400 000 pourraient être affinés avec un objectif quantitatif un peu moindre si les bornes sont plus importantes. Et ça c'est la technologie qui va nous le dire dans les années à venir. On voit que les véhicules prennent de plus en plus de puissance.
Il y a encore quelques années, un véhicule prenait 50, 100 kW de puissance au niveau de la recharge, ce qui permettait de faire une recharge en 1 heure, 2 heures. Maintenant, des recharges se font en moins d'une demi-heure et les derniers modèles avec des technologies 800 volts peuvent faire des recharges en moins de 15 minutes. Voilà. Ça, c'est fantastique. Alors, il faut bien sûr des investissements importants pour arriver à 400 000 bornes. Et je me tourne vers Alain Roland pour Station E. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui les investissements qu'il faut débloquer, qu'il faut trouver pour ces équipements? Alors, notre estimation à nous, Station E, c'est que sur les 10 prochaines années, pour déjà compléter le parc existant qui n'est pas loin de 200 000 points de charge, on doit être à 180 000 actuellement, et pour aller à 400 000, ça va coûter quand même plusieurs milliards d'euros, ça va coûter entre 5 et 10 milliards d'euros. Et donc il faut aussi avoir la capacité à financer ce projet. Et c'est pour ça qu'il y a des tas d'opérateurs en France que vous retrouvez, qui sont sur les autoroutes, dans les collectivités ou encore dans les immeubles. Il n'y en a pas un peu trop d'opérateurs aujourd'hui? C'est quand on toutes les industries. Je vais prendre les marques de voitures chinoises, il y en a beaucoup. Il y en aura moins dans quelques temps. C'est-à-dire que dès qu'on a beaucoup d'agents économiques qui viennent sur le marché, ça se consolide. Oui. Mais est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à investir et à trouver les investissements, ces opérateurs? Alors ils les ont déjà. Il y a des grands opérateurs dont on peut donner les noms, comme Electra, PowerDot, Fastned, Total Energy. Donc c'est des sociétés qui ont des sommes déjà prévues pour adresser le sujet. Pour des sociétés plus modestes comme Station E, mais néanmoins avec comme partenaire au capital la Banque des Territoires, donc ça il faut le dire, eh bien ça veut dire que cet ensemble d'opérateurs va pouvoir atteindre l'objectif, moi j'en suis certain. On va en parler dans un instant, mais quand on entend aujourd'hui que l'objectif 2035 pour le 100% électrique serait remis en cause ou repoussé, est-ce que ça peut changer quelque chose sur les investissements? Moi, encore une fois, c'est une question personnelle de business. On va dire, c'est comme si on disait, à l'époque de la photo, on va passer à la photo numérique et on va obliger tout le monde à passer à la photo numérique. Il y a ceux qui ont raté le coche comme Kodak. Donc ce qu'il faut, c'est surtout écouter ce qui va se passer, quelles sont les obligations, et puis surtout que les opérateurs continuent à investir, parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, de toute façon, on ne vendra pas de voiture. Et là, comme le disait Claude, 28%, c'est très bien, parce que je l'apprends là, en fait. Donc ça veut dire que ça va encore augmenter. Donc on a toute confiance pour pouvoir déployer nos chargeurs. Quelles que soient les remises en cause en cours de route ou les aménagements du calendrier. C'est le client qui parle, donc on peut mettre les réglementations qu'on veut. Quand un client préfère une voiture électrique à une voiture thermique, ce que je pense, eh bien le travail se fera tout seul, et donc les réseaux s'installeront. Ouais. Vous m'avez toujours dit que sans la Banque des Territoires, on ne pourrait pas avancer. Donc Monsieur Vétier, vous êtes toujours prêt à investir? Alors bien entendu, on est prêt, mais on le réalise déjà très significativement aujourd'hui. On a une trajectoire d'investissement en milliards d'euros qui est prévue à 2030 pour accompagner le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. On accompagne dans un premier temps ce qu'on appelle en ingénierie, on fait de la subvention pour les collectivités pour étudier les besoins de chacun des territoires. Donc là, on accompagne en subvention, c'est à peu près 60 schémas directeurs qui ont été financés pour un peu plus de 2 millions d'euros. Après, on accompagne en investissement les opérateurs. Donc là, on répond aux appels d'offres des collectivités territoriales lorsqu'elles en lancent. On accompagne les opérateurs dans leur financement, investissement. Aujourd'hui, c'est près de 700 millions d'euros de financement qui sont apportés aux opérateurs pour répondre aux besoins des collectivités. Et in fine, on a une stratégie d'investissement à 2030 pour accompagner ce que Claude rappelait tout à l'heure, le plan de 400 000 bornes. Donc aujourd'hui, on a cette feuille de route pour accompagner les opérateurs dans la réponse aux besoins des collectivités. Et alors justement, souvent on parle de fracture entre Paris et les besoins des élus. Est-ce que vous le ressentez ça parfois? Pour être cohérent sur toute la ligne, parce qu'il y a des besoins qui sont très forts au niveau local. Est-ce que vous pouvez répondre à tout le monde? Alors c'est un des enjeux des modèles économiques de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, c'est de trouver les bons modèles selon les territoires, de voir vous avez des opérateurs innovants qui répondent comme Station E, comme d'autres opérateurs pour trouver des solutions qui répondent aux besoins des collectivités sans mobiliser trop de capitaux. Pour autant, il y a des enjeux territoriaux qui ne sont pas parfaitement satisfaits aujourd'hui. Donc effectivement, il y a un enjeu de cohésion sociale et territoriale pour répondre au maillage territorial. Je ne peux pas vous dire que le maillage est parfaitement partout en France équitable. Pour autant, nous, Banque des Territoires, Caisse des dépôts, ça fait partie de notre mission que de trouver les modèles
de financement et d'investissement pour répondre aux besoins de l'ensemble des Français, donc avec une prise de risque un peu plus importante dans les territoires ruraux ou dans les zones moins denses, notamment avec certains syndicats d'énergie pour lesquels on accompagne des opérateurs pour financer dans des territoires avec un plus fort risque. Donc là, on mobilise des capitaux pour répondre à des besoins plus risqués dans les territoires. Alors, vous voulez peut-être compléter de quelques propos concernant... Non, très rapidement, parce que ce n'était pas prévu. Ouais. Mais effectivement, dans la question territoire par rapport à Paris, par rapport aux grandes villes, je tenais à souligner un point quand même très important, enfin 2 points très importants. Le premier, c'est que l'usage du véhicule est fondamentalement différent entre les grandes métropoles et les territoires plus ruraux. Donc déjà, ça, en termes d'usage, c'est très différent. Les capacités de recharge à domicile sont également très différentes. Dans les territoires plus ruraux, la part de la maison individuelle avec des capacités de recharge sont beaucoup plus simples. Et donc, dans les grandes villes, on est plutôt sur du résidentiel collectif avec d'autres problématiques de recharge, où là, la Banque des Territoires intervient également avec Logivolt, par exemple, en termes de préfinancement sur des solutions intéressantes, en copropriété, chez les bailleurs sociaux. Et on a ces solutions de recharge qui existent. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fondamentalement des différences structurelles fortes entre les différents territoires qui font que des comparaisons type de ratio nombre de points de charge par le nombre d'habitants ou nombre de points de charge par département ne veulent plus trop rien dire. Ce qui est important, c'est qu'on ait, en fonction de chaque usage, en fonction de chaque territoire, des bornes adaptées aux besoins. J'évoquais tout à l'heure des bornes rapides, c'est plutôt sur les grands axes routiers, et des bornes plus lentes, comme celles que met Station E dans les territoires. C'est plutôt des bornes d'usage du quotidien pour quand on est stationné pendant 2 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou voilà. Et donc on est sur des fonctions totalement différentes. Alors, avant de passer la parole aux élus, justement, Alain Roland, est-ce que vous jouez un rôle important dans le choix des sites aussi, et avec une charge qui n'est pas forcément la plus puissante? Ce que j'ai cherché à faire quand j'ai fondé la société, c'est d'abord de répondre à des besoins essentiels. Il fallait apporter de la mobilité moins chère, et la voiture électrique est moins chère en mobilité. Il fallait également, pour pouvoir justifier une rentabilité minimum dans un marché qui est quand même incertain, puisqu'on ne prévoyait pas à quelle vitesse les voitures allaient arriver. Et donc un autre besoin essentiel, c'était les télécommunications, y compris jusque dans les territoires très reculés. Le haut débit, c'est important pour beaucoup de choses. Ça peut être pour la télémédecine, pour la ville intelligente. Et donc, on a ajouté sur nos stations des moyens de télécommunication avec nos partenaires opérateurs. Puis un troisième besoin essentiel, c'est la décarbonation déjà pour les collectivités, mais aussi aller chercher ces colis. Donc, on a rajouté des casiers. Donc, on fait des stations, des hubs de service, peut-être dont parleront nos élus ici. Voilà, tout à fait. Alors, je vais passer la parole à l'Association des maires de France, Sylvain Laval. Donc, vous avez le micro. Est-ce qu'aujourd'hui, pour votre association, pour les maires de France d'une manière générale, est-ce que c'est toujours d'actualité l'électrification rapide du territoire ? Oui, c'est un enjeu, parce que c'est un enjeu pour toute la société, donc ça l'est forcément pour les communes et pour les maires que nous sommes. Il faut qu'on y contribue à notre juste niveau, donc il faut qu'on l'accompagne sur ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne essentiellement, c'est l'espace public, c'est l'usage qu'on veut réserver à l'espace public à ce type de besoins, et qui doit être bien organisé en fonction des territoires, en fonction des besoins. Il n'y a pas un seul acteur unique qui va avoir la responsabilité du sujet. C'est une répartition entre l'ensemble. Il y a évidemment les particuliers, ça a été dit, il y a les acteurs économiques, les entreprises, et il y a les institutions. Et nous, dans nos communes, on doit être capable, sur quelques nœuds stratégiques, je pense par exemple des équipements publics où il peut y avoir du stationnement, qui sont souvent sous notre responsabilité, ou sur l'usage de voiries en surface, des besoins. Et là, il va falloir calibrer au bon niveau ce qui est nécessaire de faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit en mettre partout. Il n'y aura pas une borne par place de stationnement. Ce n'est pas nécessaire, évidemment. On doit équilibrer les choses et puis trouver la bonne puissance par rapport à l'usage, parce qu'il y a du stationnement long, donc ça ne nécessite pas des recharges très rapides. Puis il peut y avoir du stationnement plus court qui, là, va nécessiter évidemment des recharges plus fortes. Donc c'est un bon équilibre entre l'ensemble, qui est aussi une bonne chose parce que ça répartira aussi les coûts. Il y a un enjeu économique, ça a été dit. Il y a aussi un enjeu énergétique, environnemental, de consommer la bonne puissance au bon endroit au bon moment, parce qu'on ne pourra pas non plus tirer au maximum partout, et puis c'est pas forcément souhaitable et pas forcément très vertueux. C'est également un enjeu pour les élections municipales ?
Oui, ça l'est dans la mesure où, comme nous sommes dans une période de transition, où on accompagne les gens vers le véhicule électrique pour ceux qui s'équipent en véhicule, parce qu'on comprend qu'il faut décarboner au maximum, c'est la première question que les gens vont nous poser. Est-ce qu'on est en capacité de se fournir en recharge si on achète un véhicule électrique? Est-ce que je ne vais pas me retrouver en rade, etc. Donc il faut qu'on apporte cette réponse à notre niveau. Oui, ça fait partie des enjeux. Ce n'est pas l'enjeu numéro un, soyons très clairs, mais ça fait partie des enjeux, notamment dans l'aménagement de l'espace public. Mais vous qui êtes maire, donc Saint-Martin-le-Vinou, est-ce que vous êtes prêt à mettre de l'argent de la mairie justement dans ces équipements ou vous appuyez sur des partenaires? Alors, typiquement, nous, on est dans une intercommunauté qui est une métropole. Donc, ce sujet, il est traité à l'échelle intercommunale. Et quand on rénove les espaces publics, on se pose la question des bornes de recharge. Donc, moi, j'ai aujourd'hui une commune qui fait à peu près 6000 habitants. Je suis à ce stade, je vais être dans quelques mois avec 2 bornes de recharge publiques dans la commune. Mais après, il y a d'autres usages. Il y a les particuliers, il y a de l'habitat individuel, il y a les copropriétés, il y a le secteur privé. Mais ça vous donne un ordre de grandeur aujourd'hui, dans une commune comme la mienne, qui est plutôt en zone urbaine. J'ai 2 bornes de recharge publique en plus de ce que peut proposer le secteur privé. Donc après, effectivement, c'est en lien avec l'intercommunalité qui va déployer ces bornes et qui va les financer avec évidemment des partenariats avec les différents acteurs qui sont sur le sujet. Il est aujourd'hui assez rare qu'à grande échelle, la collectivité finance seule tout cela en gestion directe. Il y a souvent effectivement des marchés, des concessions. Voilà, une commune de quelques centaines d'habitants qui aurait besoin d'une borne, on comprend qu'elle puisse la financer elle-même, mais dès qu'on va être dans un échelon beaucoup plus large, là, on est obligé de rentrer dans le dispositif collectif. C'est plus intéressant pour tout le monde, financièrement et en gestion également. Alors justement, avec Didier Phénix, le regard d'un élu local dans le Médoc, vous êtes maire de Brac, vice-président du CIEM Médoc. Ce partenariat public-privé, vous l'avez expérimenté. Comment ça marche? Alors, pour vous expliquer, d'abord, un syndicat d'électrification du Médoc. Bon, vous connaissez les grands crus du vin du Médoc, les châteaux Margaux, qui regroupe 50 communes, à peu près 130 000 habitants. Et c'est un territoire, un très grand territoire, puisqu'il couvre à peu près, 25 à 30% du territoire girondin. Et essentiellement des communes rurales. C'est-à-dire que les plus grosses communes ont entre 7 et 8 000 habitants. Et la moyenne des autres communes, c'est à peu près 1 500, 2 000 habitants. On s'est donc posé la question, il y a à peu près 2 ans, sur le fait de ce territoire qui était vierge au niveau de recharge en matière de bornes de recharge électrique, sur la recherche d'un prestataire qui puisse nous proposer une proposition clé en main. Et c'est vrai qu'un petit peu, au début, ça nous a fait un petit peu rêver parce qu'on pensait difficilement que ça puisse être la réalité des faits. On a rencontré Station E, qui Station E s'est proposé d'assurer la totalité de la charge financière pour la pose, le fonctionnement des bornes de recharge électrique. Et en 18 mois, donc sur une échéance quand même qui est assez courte, Station E a pu équiper environ, je dirais, 45 communes de notre syndicat et poser 60 bornes à ce jour sur le territoire médocain. Voilà. Donc aujourd'hui, satisfaction double pour les élus et de ces communes, c'est qu'en définitive, on n'a pas eu à se préoccuper de rechercher des financements. On n'a pas à se préoccuper du fonctionnement. On n'a pas à se préoccuper non plus de la collecte. La seule chose qu'on a à se préoccuper, c'est de fournir à Station E un emplacement qui soit logique, en cœur de bourg, près des commerces, près des mairies. Et franchement, au niveau que ce soit au niveau commercial ou technique, on a eu avec vous, et je le répéterai, des gens efficaces, des gens à notre écoute. Et si aujourd'hui je devais reconseiller un territoire de faire appel à un prestataire, je vous citerai sans aucun problème. Oh ben c'est bien, il va prendre le micro, il va répondre. Donc c'est un partenaire solide parce que c'est vrai qu'il y a des opérateurs de recharge qui sont en difficulté, hein, il faut le reconnaître en France. Personne ne contredira. Voilà. Alors, qui sont en difficulté. Et autre chose importante et très intéressante, c'est qu'ils proposent aussi des services annexes, que ce soit les casiers intelligents. Actuellement, on est même sur des communes comme Lacanau Océan, où on va se servir de petits pylônes pour pouvoir améliorer tout ce qui concerne la téléphonie, sachant qu'on est un parc naturel régional et qu'on n'a pas de possibilité de remettre des grandes antennes aujourd'hui. Alors justement, ça mérite des explications plus concrètes. Alain Roland, si j'ai bien compris, vous n'installez pas que des bornes de recharge. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein.
Alors, on installe des stations de recharge, on fait un maillage pour que les usagers puissent aller, c'est le cas du Médoc ou encore dans d'autres régions françaises sur lesquelles ils puissent retrouver des bornes n'importe où pour ne pas se soucier de la recharge, parce que c'est quand même un problème, la charge mentale, en disant est-ce que je vais pouvoir me recharger. Donc ça, c'est une chose qui est faite. Et puis en même temps, puisqu'on a des emplacements, eh bien, on a des partenaires, on va pour la téléphonie, qui sont Orange, Free, SFR et Bouygues, qui en fait, eux, doivent aussi apporter des services à la population. Et donc, on leur dit, écoutez, on a des équipements qui sont capables de vous accueillir. Alors, ils ne sont pas gros, c'est des petits équipements. Mais comme disait monsieur le maire, c'est que ça va couvrir une petite zone locale qui ne va pas forcément nécessiter de mettre des grandes antennes. Et puis, on va avoir des casiers. Alors Mondial Relais, Pickup, Vinted, Amazon, qui sont des sociétés que vous connaissez et qui en fait du coup bénéficient de l'emplacement pour pouvoir apporter du service à la population. On revient sur le caractère essentiel en fait de ces services et c'est pour ça que le modèle fonctionne et c'est aussi pour ça qu'on a une rentabilité intéressante puisque parier sur l'énergie et la charge électrique seule, des fois il y a des endroits dans lesquels c'est un petit peu compliqué. Comme vous dites, ça permet de dérisquer le métier d'opérateur. En fait. Oui, d'ailleurs, quand j'ai été voir la Banque des Territoires au début pour leur présenter les slides, le PowerPoint, bon, j'ai expliqué qu'on allait faire ça et c'est vrai qu'eux ont aussi, je pense, compris que c'était dans l'intérêt du territoire et on n'était pas en train de parier uniquement sur les technologies ou uniquement sur le fait que ce soit la charge électrique soit la panacée partout, ce qui n'est pas le cas. Il faut aller sur les autoroutes en charge ultra rapide, il faut aller dans les banlieues, il faut aller aussi dans des petits villages. Et c'est là aussi que les syndicats font un très gros travail parce qu'ils vont avec leurs moyens aussi dans des endroits dans lesquels personne ne va. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement de zones blanches en charge électrique. Hein. Et ça permet d'assurer une rentabilité à votre système ? En tout cas, c'est mieux que de dire je fais que de la charge électrique. Quand on fait de la charge électrique et on a d'autres revenus, c'est comme si on était un magasin, un centre commercial que je ne nommerai pas, qui vend de l'essence à côté et puis qui vend ses poissons. Il va avoir plusieurs moyens de gagner de l'argent. Voilà. D'accord. Mais alors justement, vous parlez souvent de villes intelligentes. Est-ce que tout cela peut encore évoluer ? Est-ce que les besoins vont évoluer concernant le service attaché aux bornes ? Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde a un smartphone, donc le débit il augmente sans arrêt, donc on a toujours besoin de densifier. Et puis les voitures sont toutes de plus en plus connectées et on voit que maintenant, grâce aux technologies, on parlait de télémédecine tout à l'heure, on va pouvoir faire beaucoup de choses sans fil, donc il faudra absolument continuer à mailler le territoire. C'est ma conviction personnelle, non pas avec des grands pylônes de 30 mètres, mais avec des moyens plutôt locaux, un peu comme un éclairage. Voilà, on va mettre des petits points d'éclairage qui vont permettre d'aller aider les mairies ensuite à accueillir des services que nous on ne produit pas. On va parler de caméras, on va parler s'il y avait des caméras, capteurs de pollen, capteurs de particules, ça, capteurs de bruit. Ouais, c'est ça. Alors vous parliez des hypermarchés qui justement pendant longtemps et toujours aujourd'hui ont un prix d'appel dans les stations essence. Est-ce que justement le prix du kilowatt est un atout majeur chez vous ? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui vraiment de tarifs unifiés en France. Chacun pratique ses propres tarifs encore. Bon, ça dépend aussi de l'investissement. Hein. C'est comme il y a des restaurants à plusieurs prix. Bon, moi, ce que je voulais au départ, j'aurais dit aux équipes, voilà, on va produire un prix, on va faire un prix qui correspond à 70 centimes de litre d'essence pour ceux qui sont encore à l'essence. C'est un litre d'essence, c'est 2 kWh. Kilowattheure, c'est une unité. Voilà, il faut qu'on reste là-dessus. Alors, on a maintenu notre prix tout le temps, y compris pendant le début de la guerre dans l'Est de l'Europe. Et puis, on pense qu'aujourd'hui, tous nos clients sont assez satisfaits parce que ce n'est pas très cher. Et puis, derrière, on retrouve quand même toujours à la décharge sur les autoroutes. Quand on est même à 45, 50 centimes le kilowattheure, on est quand même, Claude le dira, on est quand même encore en dessous du prix de l'essence. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement efficace. Nous, on essaye de faire de la mobilité pour tous et à un prix qui soit complètement digeste. Voilà. Alors justement, là, important d'avoir votre retour au ministère de la Transition écologique, Claude Renard. Est-ce que le prix, maintenant et dans le futur, ce sera un point important ? On se pose souvent la question d'ailleurs des taxes. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ce sera taxé comme il y a la TICPE ? Alors bien malin celui qui va le dire, peut-être que ce sera taxé. Déjà qu'on a des difficultés à définir les taxes qu'on va mettre en place en 2026, je ne vais pas m'avancer bien au-delà au niveau sur ce sujet. Par contre, c'est clair, et là j'en conviens, c'est pas que c'est que ce soit opaque, mais clairement le sujet de la tarification, c'est un sujet phare et primordial pour le passage à l'électrification. Comme l'a dit Alain juste à l'instant, même la tarification, on va dire, entre guillemets, chère, reste moins chère que le carburant conventionnel. Donc ça, faut pas l'oublier.
Effectivement, les recharges, même à 70 centimes, l'équivalent de litre d'essence, au final, c'est très compétitif. Mais il y aura toujours des détracteurs qui vont dire « Ah oui, mais c'est encore plus cher que ce que je paye chez moi en heure creuse. » D'accord, ok, peut-être. Mais en fait, il faut faire ce mix et faire ce calcul individuel. Et ce qui pose problème dans la tarification, c'est qu'on a une disparité des prix qui est peut-être un petit peu trop importante et qui met une certaine confusion dans les utilisateurs. Autant le litre d'essence à 5 centimes, 10 centimes près, ça oscille entre des stations premium de grands distributeurs de carburant et puis des stations de supermarché. Sur les recharges, les écarts sont beaucoup plus importants, mais restent quand même beaucoup moins chers que les éléments. Là, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est la mise en open data de toutes ces données de tarification pour pouvoir avoir des comparateurs précis, et donc des comparateurs qui seront maintenant digitaux, donc accessibles, et comme l'a dit Alain, tout le monde a son smartphone, mais il faut voir que les véhicules électriques sont maintenant des véhicules tous connectés, et à terme, on aura quasiment la tarification des prix qui seront mis dans les systèmes de navigation du véhicule. Donc ce ne sera même pas de ventouse sur le pare-brise, ça sera vraiment sur le système de navigation. Ça, c'est des choses qui permettront d'avoir, du coup, quand on augmente cette visibilité des tarifications, on voit qu'il y a automatiquement un certain ajustement. On l'a vu sur les aires de service d'autoroute dès fin 2022, début 2023. On avait un opérateur, je ne vais pas le citer, mais il était à 79 centimes le kilowattheure quand il était quasiment tout seul sur le marché. Rapidement, il est descendu à 69. Et puis maintenant, avec des forfaits, je crois qu'il est en dessous des 50 centimes. Et ça se régule, ça se positionne. Donc on a ce volet-là. Maintenant, la question importante et qui revient régulièrement, les taxes. Est-ce qu'on va taxer l'électricité plus ou moins, etc. Je vais mettre en perspective sur un autre sujet, le sujet justement énergétique de la problématique de la mobilité électrique et donc du véhicule électrique. C'est qu'on a, dans les années à venir, d'ici 2035, énormément on va parler en térawattheures qui vont être consommés par cette mobilité électrique. Et cette mobilité électrique a un énorme avantage, c'est qu'on peut choisir les moments où on recharge. Et dans le domaine de l'énergie, on travaille énormément, donc côté ministère de l'énergie, sur un volet qui est électrification des usages, mais aussi augmentation de la quantité d'énergie électrique produite, avec les énergies renouvelables, photovoltaïques, éoliens, etc., qui sont par construction des énergies intermittentes. Donc avec des moments où il y a, je ne veux pas dire profusion, mais beaucoup plus d'énergie disponible, et puis des moments où il y en a beaucoup moins. Donc on va constater, et ça commence déjà à se mettre en place, une réorientation typiquement des heures pleines, heures creuses, comme ce qui est mis en place depuis début novembre, avec une possibilité d'avoir des heures creuses les après-midi, ce qu'on appelle les heures solaires, les après-midi d'été, parce qu'il y a beaucoup de production de photovoltaïque. Et globalement, ce qu'on peut imaginer dans les années à venir, même s'il y a des taxes qui vont être augmentées, j'en sais rien, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais même s'il y aurait des taxes, il y aura de toute façon cette disparité de tarification de l'énergie en fonction des heures de la journée, en fonction des jours, et l'opportunité exceptionnelle pour les possesseurs de véhicules électriques de se recharger au bon moment. Et ça, c'est quelque chose, c'est plus que des tarifs réduits à certains moments, c'est une offre de service que la mobilité électrique offre au système électrique. Ouais. Et ça a énormément de valeur. Réussir à prendre cette énergie quand elle est foisonnante et éventuellement s'effacer, c'est-à-dire ne pas se recharger à 19h le soir, ça vaut de l'argent qui commence déjà aujourd'hui à être monétisé. Donc ça veut dire, alors quand la Banque des Territoires regarde les projets, est-ce que vous tenez compte de tous ces arguments, y compris le prix final du kilowatt? Alors bien entendu que c'est intégré dans les modèles économiques, mais si je peux compléter ton propos, Claude, concernant les enjeux énergétiques et de tarification, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde le carburant fossile, c'est pour la balance commerciale de la France, c'est 60 milliards d'importations que l'on dépense aux Qataris, en partie aux Russes, aux Américains. Au commerce extérieur, oui. Et en fait, désormais, avec cette mobilité électrique, alors il y a l'enjeu du prix du kilowattheure, mais on est capable de produire cette énergie localement. On est capable d'être souverain en matière de déplacement désormais. Au moment du début de la guerre en Ukraine, on avait accompagné les transporteurs dans leur décarbonation de leur flotte avec de la carburation au gaz. Et spontanément, les prix se sont complètement envolés. Donc l'enjeu aussi
du passage à l'électrique, c'est de sécuriser le prix pour chacun d'entre nous. Il n'y aura pas de volatilité sur le prix de l'électricité puisqu'on est capable d'en assurer la production. Alors que sur le fossile, on peut se retrouver assez rapidement dépendant d'importations et de se retrouver avec des niveaux de tarification complètement délirants. Et donc la question que tu posais, c'était de savoir si il y avait un enjeu sur les prix. Bien entendu que ça rentre dans les modèles économiques et dans le choix des Français. Donc on avait un sujet de prix de l'énergie, mais il y a le prix des véhicules aussi, qui est à appréhender pour le passage à l'électrique. Le fait qu'il y ait une forte hausse récente de la vente de véhicules électriques, c'est aussi parce qu'il y a un dispositif de soutien au leasing social, et on voit que le véhicule électrique est désormais intéressant pour l'ensemble de la population. Oui, absolument. Alors, on va quand même accélérer parce que comme on a le temps quand même qui est compté, moi je voulais avoir l'avis justement de nos deux élus ici, à commencer par vous Didier Phénix. Je rappelle que vous êtes maire de Brac. Est-ce que le prix c'est un atout justement? Est-ce que vous en tenez compte bien sûr dans le choix des prestataires? Alors, c'est vrai que le prix au niveau de Station E, ils ont invoqué un prix, vous êtes plus autour de 39 centimes du kilowatt. Et là, il y a une chose qui est très intéressante. On est sur un territoire, le Médoc, où actuellement il y a énormément de fermes solaires et on produit énormément d'énergie. On a beaucoup d'avance là-dessus. Et ce qui, moi, je pense, et je vous rejoins, pour être très intéressant pour le territoire, même au niveau national, c'est de pouvoir mettre des plages horaires où on engagera de plus en plus les utilisateurs de recharge électrique de se brancher, de se connecter au moment où le solaire marche au maximum, par exemple. Et je pense que c'est une très belle idée. Donc Station E, on va vous demander d'y réfléchir. De ce fait, on pourra peut-être payer beaucoup moins cher que 39 centimes le kilowatt. Bon. Je pense que c'est une réflexion qu'on mène actuellement, notamment liée au stockage de l'énergie. Et c'est un sujet qu'on reprendra parce qu'il faut avoir le choix du moment dans lequel on veut de l'énergie et d'avoir le choix aussi dans lequel on le stocke. Donc ça, c'est un moyen de répondre à votre question. Pour vous, monsieur, pareil, est-ce que c'est un point très important, Sylvain Laval, pour les mairies en général, le tarif? Et puis les services additionnels aussi, parce que quand on vous propose des lockers, des liens avec Amazon, abriter les antennes de télécommunications, c'est un plus. Oui, c'est un plus, forcément, les gens regardent le prix, mais je crois que ça a été bien dit. Alors moi, je raisonne sur des enjeux peut-être plus urbains qui sont différents, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas suffisamment développé à si grande échelle que ça pour que le prix soit un sujet numéro un. Ça peut le devenir, mais ça ne l'est pas encore. Et ça l'est d'autant moins que comparativement, effectivement, ça a été dit, au plein d'essence classique, pour l'instant, on est en dessous. Donc, tant que ce ne sera pas l'énergie d'alimentation numéro 1 avec une densité beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ça devienne le sujet numéro 1. Mais comme toute chose, les gens regardent le prix, et moins c'est cher, mieux c'est, évidemment. Mais honnêtement, nous ne sommes pas saisis à ce stade parce que c'est trop cher, on est plus saisis parce qu'il n'y a pas encore assez de bornes ou parce qu'il n'y en a pas à tel endroit. C'est plutôt comme ça qu'on nous saisit aujourd'hui du sujet. Alors j'aimerais aussi quand même qu'on parle des autorisations. Parce que ça, c'est un point clé. Comment ça se passe dans les mairies pour attribuer les marchés? Bon, j'entends dire parfois que des marchés sont attribués et ne sont pas finalement utilisés. Est-ce que là, il n'y a pas des pertes de temps pour l'équipement des territoires? Alors d'abord, il y a quelle stratégie avons-nous pour équiper? Donc en général, on travaille avec des planifications, des études préalables de où sont les besoins. Et c'est ce qu'on fait à travers les schémas directeurs quand on est à des échelles suffisamment importantes. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'avoir le bon diagnostic du nombre de bornes et où et comment. Puis après, effectivement, on va se préoccuper de savoir comment on fait pour déployer ces bornes et quel mode de gestion on va choisir. Est-ce qu'on passe par une DSP? Est-ce qu'on passe par un marché ou par un appel à manifestation d'intérêt? Donc ça, après, c'est le choix de la collectivité en fonction de ses besoins ou de structures de regroupement, comme parfois des syndicats d'électricité. Et là, en fait, on a la palette à notre disposition. Donc, il n'y a pas une réponse toute faite. C'est en fonction des besoins du territoire et ce qui est le plus adapté. Et aujourd'hui, je n'entends pas beaucoup de collègues qui se plaignent de ne pas avoir les bons outils à disposition, qui n'ont pas les moyens pour arriver à répondre à cette demande. Et on constate qu'à l'échelle du pays, il y a d'ailleurs des formes très différentes qui sont utilisées par les différentes collectivités. Alors, on va conclure parce qu'évidemment, le temps passe vite. Alain Roland, j'aimerais encore 2 ou 3 questions. Le modèle, est-ce qu'il est durable? Est-ce que vous travaillez aujourd'hui pour un modèle sur le long terme? Parce que bien sûr, après, il y a la question de l'entretien, de la durée de vie de tous ces équipements.
Comme tous les autres réseaux, ce qu'on installe, c'est des matériels qui sont là pour durer au moins 20 ans. Les chargeurs, eux, ils évolueront. C'est un peu comme les matériels informatiques. Donc ça, ils seront remplacés. Mais évidemment, d'abord, on achète français. On fabrique en France. Ça, c'est important de le dire. Ouais. Et oui, c'est destiné à durer. Aujourd'hui, un exemple de réussite, on parle de certaines villes qui ont vraiment suivi vos projets. Le Médoc, déjà, on en a parlé. Il y a la ville de Meaux. Il y a bientôt la ville de Saint-Quentin là, qu'on va faire. D'où à chaque fois, toutes les villes sont des réussites. Même les petits villages, c'est des réussites parce que les gens sont contents. Donc moi, quand les gens sont contents, c'est une réussite. Ouais. Alors, un petit tour de table pour terminer. Ministère de la Transition énergétique, si on devait retenir un message en sortant de cette table ronde de 45 minutes, quel serait le message clé ? Alors, j'en ai pas précisément, mais globalement quand même, de ce dont on parle, c'est à la croisée d'énormément de politiques publiques. Politique publique sur l'industrie, on vit une véritable révolution industrielle de passage à l'électrique. Initialement, les véhicules électriques, c'était surtout pour l'objectif décarboné, l'objectif les objectifs climatiques 2050, pollution de l'air, qualité de l'air, ça c'est des vrais enjeux. Et puis on a basculé sur des problématiques de mobilité, déplacement du quotidien des personnes, pouvoir d'achat, le leasing social. Et maintenant on est vraiment sur une problématique énergétique. Et en fin de compte, la mobilité électrique apporte un soutien au système électrique qui est fantastique. Et en fait on a vraiment, avec ce volet, ce que j'ai dit, un croisement de plusieurs politiques publiques, ce qui fait des enjeux considérables. Et de toute façon, c'est lancé. C'est lancé. Maintenant, il faut qu'on collectivement on puisse travailler ensemble pour que ça se passe le mieux possible et que tous les sujets avancent en parallèle. Et que les Français s'équipent en véhicules électriques. Alors, Vincent Vétier, vous, votre message clé pour la Banque des Territoires ? On est là pour financer les projets sur l'ensemble du territoire. Il y a de notre côté des ressources importantes disponibles pour financer les projets. Et le message que je voudrais faire passer, c'est essayer le véhicule électrique. C'est pas si compliqué que ça de se charger. Ouais. Et qu'on commence à bien équiper l'ensemble du territoire national. Donc essayer les véhicules électriques, c'est vraiment un plaisir de conduite déjà. Et il n'y a pas de stress à la recharge, notamment avec le maillage que nous avons déployé, notamment avec Station E. Ça, il faudra le dire et le répéter. C'est votre avis pour les élus. Si je donne la parole à Didier Phénix pour commencer, et puis ensuite on finira avec vous, Sylvain Laval. Non, en deux mots, moi ce que je dois dire simplement, c'est que souvent en regroupant un territoire rural, vous avez su vous déployer sur des communes qui étaient les plus importantes, mais aussi des petites communes. Et moi aujourd'hui, le retour que je peux en faire, c'est que la saison touristique cette année, on a vu beaucoup de gens qui arrivaient de régions ou des étrangers et qui ont été stupéfaits de retrouver un territoire en si peu de temps qui était équipé. Voilà. Et pourquoi ? Parce que pour le tourisme, le point des bornes de recharge, c'est quelque chose de prioritaire. Ouais. Sylvain Laval ? Écoutez, je crois qu'il faut continuer le travail avec, au bon rythme en fonction des territoires, avec l'ensemble de la palette à disposition, avec le bon usage au bon endroit. On est sur une trajectoire qui est bonne. On nous avait dit souvent, vous allez être en retard, il faut accélérer. On voit que finalement, les choses avancent à des vitesses différentes en fonction des endroits. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter, il faut continuer et les choses se feront naturellement, on sera au rendez-vous. Et bien sûr, Mobiliance, que vous représentez, Alain Roland, Mobiliance qui est vraiment sur le terrain en permanence et qui défend bien entendu ce programme. Très belle organisation. Moi, je préside la commission IRVE avec Ulysse qui est là, qui s'occupe de tout. On a des belles sociétés qui sont... Il y a Total Energy, Easyvia, etc. Et donc, oui, on travaille sur la cybersécurité, on travaille sur les économies d'énergie, sur le stockage d'énergie, etc. Mais c'est très passionnant. Eh bien, merci infiniment. Le programme continue avec une prochaine table ronde dans 5 minutes. Et on vous attend sur le stand Station E, où le livre Les 100 innovations, les plus belles innovations vertes jusqu'à la fin du siècle, c'est de 2000 à 2100. Ce livre vous sera offert. À tout à l'heure et merci.